Décembre 2015, je quitte l'hiver de Nice pour passer Noël en été en Amérique du Sud, au Chili. Ce voyage est intimiste, organisé par Corquet, agence française à Santiago du Chili. Le Chili, c'est une étroite bande de terre séparée par l'altiplano avec la Bolivie au nord et par la cordillère des Andes de l'Argentine, ensuite jusqu'à la Terre de Feu au sud, face à l'océan Pacifique sur 6000 km. Je m'installe à la Casa de Todos pour une nuit et fais ensuite une visite guidée de la ville en bus. Le quartier San Nathan, mélange de Santiago et de Manhattan, des édifices modernes de bureaux et la tour de 300 mètres de haut et de 60 étages, gratte-ciel le plus haut d'Amérique du Sud, centre financier depuis 1990. Puis les quartiers un peu plus populaires, très bariolés, d'artistes. Hay una muy linda que se llama Santa Carolina, que queda en medio de la ciudad, de un edificio histórico precioso, pero también les recomiendo que puedan ir a la Viña Mar. Hay un tour que va a la casa de Pablo Neruda y después van a la Viña Mar en el Valle de Casablanca, que es una maravilla. En este momento estamos cruzando el río Mapocho, el río más importante de Santiago, que cruza la ciudad de este a oeste. El Mapocho tiene 9, y lo interesante de este mercado es que este mercado, en este lugar se venden pescado y mariscos frescos, además de muy buenos restaurantes para probar los frutos del mar, que acá en Chile son muy típicos, muy típicos. Es uno de los lugares que sí o sí los... Puis je visite le quartier historique, le Cerro Santa Lucia. C'est en 1541 que Pedro de Valdivia fonda la ville de Santiago au pied de cette colline. Vue sur la ville et l'altiplano, un peu embrumé par la pollution. J'arrive à la place d'Armes, la Guardia Civile y patrouille à cheval devant la statue équestre de Pedro de Valdivia, premier conquistador à prendre possession du pays. Sur cette place, le cœur historique de la ville, se situe la cathédrale. La Poste et le Palacio del Real Audiencia qui est devenu un musée. La cathédrale, la cinquième, a occupé le site. La première fut incendiée du temps de Valdivia lors de l'attaque des Amérindiens. L'intérieur traduit le goût baroque des jésuites bavarois. C'est la période de Noël, seule la crèche me le rappelle. Je ne trouverai pas dans la ville des guirlandes, des lumières comme en Europe. Noël se passe intimement dans l'église, tout simplement. Je poursuis à travers la ville et en passant devant les Tendencias, le musée d'art précolombien
et arrive à la place de la Constitution où est érigée la statue du général Allende. Puis le palais de la Moneda, devenu le ministère, la tour Entel, que les Chiliens détestent car c'est affreux au milieu de la ville. Puis je passe devant le centre culturel qui fait honneur à Gabriela Mistral, chilienne, humaniste et éducatrice féministe et poétesse, prix Nobel de la littérature 1945, puis dans les vieux quartiers, et me voilà de retour à mon hôtel. Le 11 décembre, j'ai un avion pour l'Atacama en début d'après-midi. Donc j'en profite le matin pour continuer de découvrir cette ville. Je passe par le parc Balmaceda avant de traverser le Rio Mapocho. Et d'arriver au quartier Bella Vista, le quartier des artistes peintres sculpteurs, où le grand poète et prix Nobel Pablo Neruda y résida. Sa villa Chascona, je ne peux pas la visiter, mais je visiterai sa seconde villa qui se trouve à Valparaiso un peu plus tard. Après avoir traversé ce quartier très coloré de Bella Vista, je me dirige au funiculaire pour m'élever sur la colline qui s'appelle Cerro San Cristobal à 860 mètres d'altitude. Arrivé en haut de la Cerro San Cristobal,
à 860 mètres d'altitude, je passe un moment à découvrir cette ville de Santiago du Chili, qui se trouve elle-même à 570 mètres d'altitude. Elle a à peu près 6 millions d'habitants sur 641 km². Mais avec sa pollution, nous ne voyons pas la cordillère des Andes, qui se trouve en face, en séparation avec l'Argentine. C'est la période de Noël et il y a une crèche en bois. Et un sanctuaire de la Vierge qui domine la ville. À 14 h, je prends vite mon avion pour le désert de l'Atacama. Me voilà en vol pour 2 heures en direction donc de l'Atacama. J'atterrirai à Calama. Je survole Santiago, très étendu, et je vois enfin la cordillère des Andes, frontière avec donc l'Argentine. Au-dessus de l'Atacama, je commence à voir le désert et la frontière, c'est l'altiplano, la frontière avec la Bolivie. Arrivée à Calama, ville minière, en plein désert. Elle compte pourtant presque 200 000 habitants.
San Pedro est à 86 km. Je prends un bus, nous sommes vraiment dans le désert. Le désert d'Atacama s'étend à la même latitude que les autres déserts de l'hémisphère sud. Tous sont régis par des systèmes anticycloniques faisant barrière aux perturbations. Mais les deux cordillères aggravant encore la situation. Aucune précipitation n'a jamais été enregistrée ici depuis la colonisation espagnole, un record planétaire. Sur l'altiplano, une inversion thermique survient aux alentours de l'équinoxe d'été, c'est-à-dire le 21 décembre. Une forte évaporation génère des orages de pluie ou de grêle qui durent jusqu'en mars, les crues pouvant alors couper de nombreuses routes. L'aridité exceptionnelle du désert a favorisé la conservation de trésors archéologiques comme les célèbres momies d'Atacama qui précèdent leurs cousines égyptiennes de plusieurs millénaires et bien d'autres vestiges sont régulièrement mis à jour. Je ne verrai pas les momies au musée de San Pedro. Les communautés locales indigènes ont protesté contre cette exhibition jugée indécente de leurs ancêtres défunts. J'arrive à San Pedro de Atacama, j'ai le temps de me poser dans mon hôtel et ensuite j'ai une soirée avec plongée dans l'univers, c'est-à-dire astronomique. Après ma nuit dans les étoiles jusqu'à 1h du matin, pendant 3 heures au froid, je n'ai jamais tant ri avec un astrophysicien belge. J'ai vu Orion, Cassiopée, etc. dans 10 télescopes différents. San Pedro, me voici le matin réveillé à San Pedro de Atacama, qui veut dire Saint-Pierre de Atacama. C'est un village oasis situé dans le salar d'Atacama, sur le haut plateau de la Puna de Atacama, à 250 km d'Antofagasta, la capitale de ce nord chilien. La ville est très paisible en ce samedi matin. J'admire les murs en adobe. Puis arrive à la place de l'église, celle-ci fondée au XVIe siècle, entourée de caroubiers ou algorobos. Puis un petit coup d'œil à la crèche, nous sommes en période de Noël, c'est décembre. Puis me rapproche de l'église, les murs sont en adobe, le toit en bois de chagnard et d'algorobo, le portail en cactus, sanglé de cuir de lama. Dans ce village endormi, ce matin-là, je vais au musée archéologique fondé par le prêtre jésuite Gustavo Lepage, mais il est fermé. Donc je reviens sur cette plage du village, inanimée, et je vais essayer de me rendre dans l'église alors qu'elle est fermée. Donc j'apprécie ce village, cette place paisible avec les oiseaux qui chantent dans les caroubiers. Je fais le tour, personne, un chien, et puis d'un seul coup, j'entends de la musique, les cavaliers arrivent, l'église s'ouvre, il y a une messe dite pour la Vierge Immaculée Conception, les gens arrivent et c'est la folie. Les gens arrivent de partout, des costumes très colorés, des musiques. La messe commence sous les pétards et la fête bat son plein à l'extérieur de l'église également.
J'essaie de quitter l'église quelques minutes, saoulée par cette quinquaphonie, mais dehors il fait 30 degrés et malgré les costumes un peu chauds, la fête bat son plein dans tous les sens, c'est le bruit et les danses sont endiablées. Le drapeau multicolore représente les peuples andins et leur unification. On le nomme le Wifala, drapeau carré en damier aux couleurs de l'arc-en-ciel. Souvent porté par la communauté Aymara, que l'on retrouve en Bolivie et qui est derrière la frontière de l'altiplano. Le rouge représente la terre, Ka-Pacha. L'orange, la société, la culture, la fertilité. Le jaune représente l'énergie et force, la Chamapacha, valeur phare des hommes andins, symbole de la solidarité et de la fraternité. Le blanc représente le temps et la sagesse, Yasha Pacha, expression du développement des sciences et de la technologie. Le vert est la couleur de l'économie, production, richesse naturelle. Le bleu, l'espace cosmique et l'infini. Le violet, la politique et les idéaux, pouvoir communautaire. Tous les groupes communautaires représentent ces couleurs dans leurs costumes. Chaque groupe vient se produire devant la bannière ou l'effigie de la Vierge de Guadalupe, nom donné à la Vierge Marie en Amérique du Sud, et donne une obole.
Blasé de bruit, je retrouve mon hôtel où m'attend un car guidé par un certain Simon, assez dynamique, afin d'aller visiter la vallée de la Luna, en anglais ou en espagnol. Nous nous éloignons de San Pedro d'une vingtaine de kilomètres et un hallucinant kaléidoscope d'argile, de gypse et de sel s'offre à nous. Un paysage déchiré par l'érosion, apparemment dépourvu de toute trace de vie, s'offre à nous. Nous sommes à 2440 mètres d'altitude en plein désert, avec en ligne de mire le volcan Lincanacabur qui domine à 5916 mètres et le Lascar 5550 mètres. Le sol est formé de canyons, de crêtes pointues, de ravins et des monticules de couleur gris et ocre qui lui donnent une apparence de sol lunaire. La vallée de la Luna se caractérise par l'absence de l'humidité, de flore et de faune, sauf un lézard. Et son climat désertique en altitude lui confère une grande amplitude thermique entre le jour et la nuit. Il peut faire plus de 30 degrés le jour et des températures négatives la nuit. Ensuite, le guide nous amène à travers un canyon creusé par une rivière lors des crues d'hiver. Puis nous finissons notre journée à attendre le coucher de soleil sur cette vallée de la Luna et le volcan Lincanacabur, toujours en ligne de mire, 5916 mètres. En ce dimanche 13 décembre, levé très tôt pour commencer nos visites à travers le désert. À 38 km, notre premier arrêt est pour le village de Tocanao, de 1485 mètres. Quelques 800 habitants vivent dans ce pueblo sans grand intérêt, si ce n'est que les maisons sont en pierre volcanique. L'église San Luca 1750 possède un joli clocher séparé. Charpente et escaliers en colimaçon sont en bois de cactus. À Tocanao, on travaille la laine d'alpaga et de lama sur des métiers à tisser traditionnels ainsi que la pierre de Tocanao, un granit fin. Nous continuons notre balade jusqu'à la Laguna Xaxa,
qui est une réserve nationale de Los Flamencos qui couvre une superficie totale de 740 km² dans l'écorégion Puna sèche des Andes centrales. Les lacs salés sont alimentés par l'eau ruisselante souterraine provenant de la chaîne des Andes et des micro-organismes y prolifèrent dans cette eau peu profonde pour alimenter les oiseaux limicoles et les flamants roses et gravelots. Puis nous continuons en musique et nous nous arrêtons à Saucers, un village préhispanique connu pour ses irrigations en terrasse. Nous sommes à 3500 mètres d'altitude. La route se déroule ainsi à l'infini dans ces paysages grandioses de steppes jaunies. Of the vicuña, so it's highly probable to see. Nous poursuivons pour les lagunes Visconti et Minique, deux lacs nichés à 4300 mètres d'altitude. Notre retour à San Pedro se termine par des tornades de sable. Départ de San Pedro à 4 heures du matin pour contempler les quelques 100 geysers d'El Tatio.
à 4300 mètres d'altitude, qui jaillit chaque matin juste avant le lever du soleil et s'apaise aux alentours de 10 heures. En touchant le sol gelé dans un concert d'étranges borborigmes souterrains, ils projettent leurs colonnes de vapeur dans l'air. Certains forment des bassins bouillants, d'autres évoquent des volcans miniatures avec leurs cônes de minéraux jaunes vifs, odeur de soufre. Minutos para la presión, 6 minutos suficiente puesto, ¡pum! Fuera, 5 minutos de actividad y después ¡pum! Finish. Al fin, cuando termina la presión, el agua ingresa nuevamente por la superficie y después esto se llama subducción. El agua va nuevamente dentro y así comienza el siguiente ciclo que vuelve después de unos 8 minutos. So what we see next is subduction, the beginning of the next cycle coming after about 8 minutes. Ya mira, look at that. Yeah. Se escucha. Yes. Ahí vamos a poder ver, I think we can see. ¿Sí? Va adentro. Ok, it's going. Yeah. Miren eso, look at that. Ahí va. Toilet. Ya, vuelve. It's coming again. Oye, mira, quiero que vean otro. I want to show you other kind. Vaya du tout. Oui. Entonces, eso es algo importante. That's something important. No todos se comportan iguales. Not all behave the same kind. Entonces, cuando vean que están mojados, when you see they are wet around, en algún momento el agua depende de los tamaños de las cámaras y el nivel de ingreso de agua. Depends how long it takes, depends the size of the chambers and the water income. Today they are full. Entonces, hoy es un buen día para la actividad. Today is a good day for the activity. Por ejemplo, en días nublados en Bolivia, in cloudy days in Bolivia, entra mucha menos agua. There's less water incoming. Y estos no se activan, and those stay dry, se quedan secos. Miren hoy, look today. El invierno normalmente vemos que algunos se secan. Usually in winter we see some of them turns into dry. Y nuevamente se empiezan a alimentar en primavera, and they start to get the water again in spring. Mira, veamos ese. El Tacio veut dire, en langue quechua, le grand-père qui pleure. C'est le 3e site de geyser le plus important au monde. Une fois que les eaux souterraines, réchauffées, passant par le magma, s'expulsent par les fissures au contact de la température du sol froid de la nuit, où il peut faire des températures en dessous de 0 degré. Après expulsion, l'eau retourne par le même cône, fissure ou trou dans un bruit comparable à une chasse d'eau. Al centro de la planta tiene la primera cadena de vida y acceso a the plant and the first name for life by the medical system. Esto que ven en la sopa de la vida, what we have here is the food for life. Bueno, hay que decir que hay mucha gente que no ha evolucionado mucho la bacteria en el mundo, ¿ah? We have to tell that a lot of people in the world not evolving too much from the bacteria.
lever du soleil, tout se calme et quelques mouettes rieuses semblent s'amuser de cette bonne eau chaude. Il y a un bassin public à température agréable malgré la grande fraîcheur du matin. Nous continuons notre balade à travers des paysages rocailleux, de steppes herbeuses et de marais. Nous arrivons au canyon de Gérès, situé au fond d'une fissure naturelle, et nous voyons un viscacha, petit animal marsupial entre lapin et écureuil. Nous arrivons à Machuca. Les Incas prisaient déjà la laine de la vicuña, la petite vigogne, très farouche, le plus petit des camélidés, qui apprécie les altitudes extrêmes de ce nord chilien. Les camélidés font partie de la famille des dromadaires et des chameaux, plus connus en Afrique. Ici, à l'altiplano, ce sont le lama et l'alpaga qui sont domestiqués et le guanaco et la vigogne qui sont les plus sauvages.
Le lendemain, le 15 décembre, adieu l'Atacama, vue sur la cordillère une dernière fois, et Santiago, arrive à Santiago pour prendre un taxi pour Valparaiso. De Santiago, nous avons 1h30 de route à travers la vallée de Casablanca, dont les vignobles caressés par la brise marine produisent des vins remarquables. Je m'installe à l'hôtel Fauna, en plein cœur de la ville, et découvre la ville du balcon, avant d'aller à pied dans le quartier. Il est prévu que je reste seulement 2 jours dans cette ville si grande. Je commence par le quartier Le Cerro Concepción, quartier de mon hôtel situé dans une impasse, au bout de laquelle se trouve l'ascenseur de la reine Victoria, datant de 1802. Avant l'arrivée des conquistadors, la région était habitée par les Changos, peuple indigène de pêcheurs qui désignait la baie sous le nom de Quinti. En 1536, Diego de Almagro, piégé à l'intérieur du pays, envoie son capitaine, Juan de Saavedra, reconnaître les côtes. Celui-ci, au vu de la beauté de la baie, la nomma Valparaiso, vallée du paradis. Tout au long des XVIe et XVIIe siècles, la ville essuya moult pirateries des Anglais et Hollandais. Les Anglais finissent par s'enlacer et devinrent marchands, plus rentables à long terme. La ville devint prospère avec les Anglais, époque des ascenseurs. Exemple, cet ascenseur de la reine Victoria. Le port connut un déclin avec l'isthme de Panama, puis dévasté et reconstruit maintes fois au fil des tremblements de terre, dernièrement en 2017. Puis on se souvient qu'en 2014, un incendie a ravagé 2500 habitations, laissant 11 000 personnes sans abri. C'est au XXe siècle que ce vieux port devint prospère et que la ville se hisse au sommet. Elle déborde de la ville basse à la ville haute. Les funiculaires ou téléphériques sous le nom d'ascensor font leur apparition dans cette ville vertigineuse où les ruelles tortueuses, escaliers, allées et points de vue émaillent peu à peu les collines, chacune séparée par de profonds ravins. La ville est devenue dynamique depuis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et les artistes non fortunés ont investi les rues à coups de peinture. La ville est en technicolor. Y a résidé le poète chilien Pablo Neruda, dont je vais visiter la villa un peu plus haut, la Sebastiana, sur les hauteurs dominant le port. Je visite cette ville en technicolor, dont chaque rue m'offre ses trésors à la fois artistiques et architecturaux, car chaque constructeur a inventé ses propres recettes pour lutter contre la loi de la gravité et résister au séisme. J'arpente à pied ces ruelles épiques à travers les collines qui montent et qui descendent, et j'emprunte ces funiculaires d'apparence vétuste, symboles de Valparaiso, et qui m'offrent des perspectives époustouflantes sur la baie et qui demeurent le principal mode de transport dans les collines empruntées par les habitants chaque jour.
Je continue ma balade au Cerro Alegre, où plus haut, j'aperçois un quartier beaucoup plus populeux, sans bitume. Puis descend au quartier Cerro Concepción, qui fait partie d'un secteur inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à la fin du 19e siècle, les Britanniques se sont entichés de ce quartier, qui a conservé tout son caractère, dévoilant une architecture de belle facture, de larges avenues d'où le regard plonge sur la mer, tout particulièrement au Paseo Atkinson et le Paseo Gervasoni. Après une belle descente d'escalier, j'atteins l'avenue Esmeralda et passe devant le style néoclassique de l'horloge Thury de 1924. Je passe sur l'une des plus grandes places de la ville, la Plaza Sotomayor. À son extrémité, l'imposant bâtiment de la marine. Et au centre s'élève le monument de la marine nationale en hommage aux héros morts lors d'une bataille navale à Iquique, lors de la guerre contre le Chili au XIXe siècle. Je vais droit dans la ville, à l'avenue Cochrane, pour prendre l'ascenseur Artilleria jusqu'au Paseo 21 de Mayo, d'où j'aurai une vue exceptionnelle sur la baie et toute la zone portuaire, et le regard portant jusqu'à la Viña del Mar. Valparaíso est le premier port du Chili pour la deuxième ville de ce pays. Il doit son économie à son port, à la fois marchand, on peut voir de jour comme de nuit l'arrivée de centaines de conteneurs, et naval, les impressionnants bateaux et sous-marins de l'armée chilienne stationnent en permanence dans la baie.
À l'heure de Santiago, la capitale, elle accueille le Congrès national. La baie est dominée par 44 collines, ce qui explique la construction tout en verticale de Valpo. C'est là, sur ces hauteurs, que l'on trouve ce qui fait la particularité de la ville, ces maisons colorées de tôle.
Je rentre le soir à mon hôtel Fauna, vanné du très grand tour que j'ai fait dans la ville, en pensant que le lendemain, je repartirai à la recherche d'autres tags. En effet, le lendemain, le 16 décembre, de la place Annibal Pinto, en dessous de mon hôtel, je repars à la conquête de Valparaiso. Marcher dans les rues de ces collines est un plaisir sans fin, véritable labyrinthe coatique et joyeux. Je ne m'en suis pas lassé pendant ces 2 jours. Parfois, au détour d'une rue, la baie de Valparaiso s'offre à moi, sous le soleil, sous l'esprit bohème. La ville est devenue musée à ciel ouvert. Après avoir arpenté les quartiers assez riches d'El Cerro Alegre et d'El Cerro Concepción, me voilà à l'assaut des collines derrière mon hôtel pour atteindre la Sebastiana,
la dernière demeure de Pablo Neruda qui se trouve au Cerro Florida. Je dois traverser le Cerro Miraflores, assez populeux, le Cerro Carcel, dominant le Cerro La Loma, et le Cerro San Juan de Dios, et le Cerro Yunque, tout en surplombant la baie. À force de monter, j'arrive au plus haut du Cerro Florida, à la Villa Sebastiana, devenue un musée Pablo Neruda. Pablo Neruda, prix Nobel de littérature 1971 et décède après le putsch en 1973. Je visite la villa et au dernier étage, le poète avait sa chambre vue sur la baie. Neruda à sa mort possédait 4 maisons, dont celle-ci était sa dernière demeure. Je redescends par le quartier des poètes et la place où je retrouve Pablo Neruda en statue. Et bientôt le quartier de Cerro Bellavista et son musée à ciel ouvert. C'est un ensemble de peintures murales couvrant les pignons des maisons et le moindre espace urbain. Ces fresques sont réalisées par des peintres de renom chilien et latino-américain.
ainsi s'achève la première partie de mon voyage au Chili sur ce street art très coloré de Valparaiso et un dernier coup d'œil sur la baie avant de rejoindre Santiago du Chili